Bonjour, amis de l'histoire grecque. Nous allons parler aujourd'hui des grandes découvertes scientifiques et des grands savants grecs de l'époque hellénistique. Cette époque, qui s'étend de la mort d'Alexandre en 323 jusqu'à la conquête romaine de l'Égypte en 30 avant notre ère, fut une période de grands bouleversements politiques et culturels. Les savants apportèrent des contributions significatives dans de nombreux domaines scientifiques, en tentant de dépasser les maîtres des périodes précédentes tels que Thalès, Pythagore ou Hippocrate. Tout d'abord, l'expansion de l'empire d'Alexandre favorisa la diffusion des connaissances et des cultures entre les différentes régions conquises, la Grèce, l'Égypte, la Perse et l'Inde. Cela créa un contexte propice à l'échange d'idées et à la rencontre de différentes traditions. Des centres intellectuels importants émergèrent, notamment à Alexandrie, qui devint un formidable foyer de refondation intellectuelle. L'époque vit aussi le développement de disciplines scientifiques, notamment l'astronomie, la géographie, la médecine et la philosophie. Enfin, l'époque fut marquée par une remise en question des croyances traditionnelles. Cela conduisit naturellement à des avancées ainsi qu'à des débats qui contribuèrent à l'évolution des connaissances et de la pensée scientifique. Je ne traiterai pas de la discipline de l'histoire. Voyons en premier thème la philosophie. Bien que la philosophie ne soit pas strictement une science, elle a joué un rôle fondamental dans les avancées scientifiques de l'époque hellénistique. Citons d'abord l'Athénien Épicure, mort en 270. Il fut le fondateur de l'une des plus importantes écoles philosophiques de l'Antiquité. En physique, il se montrait radicalement matérialiste et soutenait que la nature est composée de deux choses, la matière et le vide, qu'il appelait le tout. Dans la continuité du philosophe Démocrite, il disait que les corps sont soit des particules insécables, d'où provient le nom atome, soit des compositions de ces mêmes atomes. Épicure a également mis l'accent sur l'importance de la méthode scientifique dans l'étude de la nature. Il prônait l'observation attentive, l'expérimentation et la recherche rationnelle comme moyen de comprendre le fonctionnement du monde naturel. Selon lui, la connaissance scientifique devait être basée sur les sensations et les perceptions des sens plutôt que sur des forces surnaturelles ou des divinités. Épicure était un critique virulent des superstitions et des croyances irrationnelles qui, selon lui, causaient de la peur chez les gens. Il encourageait ses disciples à rejeter les superstitions et à rechercher une compréhension rationnelle et naturelle du monde afin de cultiver la tranquillité d'esprit et le bonheur. Cette définition de la réalité le poussa à conclure que pour ces raisons, une vie réussie provient avant tout de l'évitement de la douleur. Ensuite, au cours du IIIe siècle, le père de la philosophie stoïcienne, Zénon de Kition, une cité de Chypre, développa des idées sur la logique, l'éthique et la physique. Ces idées influencèrent largement les scientifiques de son temps et des générations ultérieures. Il fut le maître du futur roi de Macédoine, Antigone II Gonatas. Ce roi continua à correspondre avec le philosophe et demanda aux Athéniens de construire une sépulture digne de lui. Pour revenir au stoïcisme, il tire son nom de stoa, qui désigne un portique, et plus particulièrement un portique d'Athènes où les philosophes aimaient disserter à l'ombre. L'école stoïcienne plaçait le bien dans la vertu, et Zénon définissait la vertu comme la conformité à la nature. Il divisait la science en trois grandes parties, sur le modèle de l'Académie d'Aristote: la logique, la physique et la morale. En physique, il considérait le feu comme l'élément primordial et la matière comme la seule réalité existante, exception faite de quatre: incorporel, le signifié, le temps, le lieu et le vide, qui ne jouent aucun rôle dans l'enchaînement de causalité constituant le monde. Il a aussi écrit que la beauté est une courte tyrannie et qu'un ami est un autre nous-mêmes, mais ce ne sont pas des thèmes au menu du jour. Voyons en numéro 2 la géographie. Le mot fut probablement inventé par Ératosthène, grand érudit, directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, et vu comme le plus grand savant du IIIe siècle.
Ses études géographiques portaient sur la répartition des océans et des continents, les vents, les zones climatiques et les altitudes des montagnes. Il laissa une carte de l'Écoumène, c'est-à-dire les terres habitées, qui fut longtemps l'unique base de la géographie. Il divisa le monde en 5 zones climatiques en utilisant des lignes de latitude imaginaires. Ératosthène est connu pour avoir calculé la circonférence de la Terre avec une remarquable précision. Il avait en effet remarqué qu'à midi, le jour du solstice d'été, le soleil était directement au zénith à Syène, aujourd'hui à Assouan en Égypte. Cela signifiait que les rayons du soleil tombaient à la verticale et ne créaient pas d'ombre pour les objets verticaux comme des poteaux. Ératosthène a réalisé que si la Terre était bien une sphère, la différence d'angle entre la direction du soleil à Alexandrie et à Syène serait égale à l'angle entre les deux villes, mesuré à partir du centre de la Terre. En utilisant cette observation, il a pu calculer la circonférence de la Terre. Ératosthène connaissait la distance entre Alexandrie et Syène, qui était d'environ 800 km, et il mesura l'angle entre la direction du soleil à Alexandrie et à Syène à midi le jour du solstice d'été. Et en utilisant ces données, il calcula que la circonférence de la Terre était d'environ 39 375 km, soit une marge d'erreur de 700 km sur la valeur estimée aujourd'hui. Oui, quand même. Parlons maintenant de Strabon, qui lui a vécu à la toute fin de la période. Originaire du royaume du Pont, au nord de l'Anatolie, et né dans une illustre famille, il mourut vers 24 après Jésus-Christ. Il est connu pour son œuvre majeure intitulée Géographie, qui était une description détaillée du monde connu. Son travail était une somme de connaissances géographiques et ethnographiques de l'époque, combinant des informations provenant de sources antérieures et de ses propres observations tirées de ses voyages, notamment en Italie et en Égypte. Sa géographie était composée de 17 livres, dont seulement les livres 1 à 7 et une partie du livre 8 ont survécu. Dans son œuvre, Strabon décrivait les différentes régions du monde telles qu'il les connaissait, en donnant des informations sur la géographie, la topographie, la climatologie, la géologie, l'histoire, la culture, les coutumes et les populations des régions qu'il décrivait. Il a également incorporé des informations sur les voyages et les explorations de son temps, ainsi que des observations personnelles. Ces descriptions ont été utilisées plus tard par d'autres géographes et historiens et ont continué d'être une source d'informations précieuses pour les chercheurs modernes. Évoquons enfin la figure moins connue de Posidonios d'Apamée. Donc c'est un philosophe stoïcien du 1er siècle, à la fois astronome, géographe et historien, brillant représentant de l'esprit hellénistique, à la fois empirique et spéculatif, curieux de toutes choses. Il fonda une école à Rhodes et la renommée de son enseignement attira des auditeurs célèbres tels que Cicéron et Pompée. Ses liens étroits avec le pouvoir romain lui permirent de voyager dans tout l'Empire. En dehors de ses nombreux travaux en astronomie, en mathématiques ou en histoire, dont je ne parlerai pas ici, il visita de nombreuses régions, dont la Gaule, l'Espagne, l'Italie, la Sicile, la Syrie et l'Égypte. Il écrivit de nombreux ouvrages sur ses observations et ses recherches. Il pratiquait une géographie descriptive et raisonnée, ordonnée selon les subdivisions de la Terre. Zones, continents, pays, provinces, villes. Chaque élément est présenté d'après sa situation, son relief, son réseau hydrographique, ses ressources. Voyons en point numéro 3, l'astronomie. Les astronomes hellénistiques ont apporté des avancées significatives dans la compréhension du cosmos. Parmi ces grands astronomes, on peut citer Aristarque de Samos, qui mourut vers 230. Il eut l'intuition du mouvement de la Terre sur elle-même et autour du Soleil. C'est Archimède, qui fut son contemporain, et dont on reparlera, qui donna la description de cette théorie héliocentrique. Il s'intéressait également aux distances cosmiques. Il déduisit que le Soleil, ayant approximativement le même diamètre apparent que la Lune, cela signifiait pour lui que le diamètre réel du Soleil serait 19 fois plus grand. En réalité, le Soleil est 4 fois plus grand que la Lune.
Il tenta aussi de mesurer la distance entre la Terre et le Soleil en utilisant des méthodes géométriques et trigonométriques avancées pour son époque. Les travaux d'Aristarque étaient révolutionnaires pour son temps, et ses idées ne furent guère acceptées par ses contemporains et largement ignorées pendant des siècles, notamment par Claude Ptolémée, qui, du temps de l'Empire, avançait la théorie géocentrique. Ces idées furent redécouvertes et confirmées par des astronomes bien plus tard, au temps moderne, Copernic et Galilée en premier lieu. L'un des astronomes les plus célèbres de cette époque fut Ératosthène, dont on a parlé précédemment, en tant que géographe. En tant qu'astronome, il mit au point des tables d'éclipses et un catalogue astronomique de 736 étoiles. Il démontra l'inclinaison de l'elliptique sur l'équateur. Son œuvre la plus conséquente sont les Catastérismes. L'ouvrage est formé de 44 notices, dont 42 chapitres sur les constellations. Par ailleurs, à la bibliothèque d'Alexandrie, dont il fut le directeur, se trouvait ce que les Romains appelleront plus tard une sphère armillaire. Elle servait à modéliser la sphère céleste et était utilisée pour montrer le mouvement apparent des étoiles, du Soleil et de l'elliptique autour de la Terre. Le système étant certes à l'époque le système géocentrique. Un dernier grand astronome fut Hipparque, qui vécut à Rhodes au milieu du IIe siècle. Il utilisa les données astronomiques babyloniennes pour constituer le premier catalogue systématique des étoiles dans lequel il répertoria environ 850 étoiles avec leur position et leur magnitude. Les étoiles les moins brillantes ont par exemple une magnitude élevée. Ce catalogue est devenu la base de la cartographie stellaire pendant près de 2000 ans. Parmi d'autres travaux sur les équinoxes et les orbites, Hipparque a réalisé la première mesure raisonnablement précise de la distance entre la Lune et la Terre en utilisant des observations d'éclipses lunaires. Et on pense que c'est ce catalogue d'étoiles qui servit de base pour situer la position des constellations représentées sur le globe porté par Atlas dans la fameuse statue dite Atlas Farnèse. Concluons sur le sujet de l'astronomie en évoquant la formidable machine d'Anticythère, considérée comme le premier calculateur analogique permettant de calculer des positions astronomiques. On n'en connaît qu'un seul exemplaire, dont les fragments ont été retrouvés en 1901 dans une épave près de l'île grecque d'Anticythère, entre Cythère et la Crète. Cette épave, qui sombra vers 86 avant notre ère, était celle d'une galère romaine, probablement de retour après le pillage de Pergame. Cette machine en bronze, datée d'environ 100 avant notre ère et peut-être en provenance de Syracuse, est le plus vieux mécanisme à engrenage connu. Il s'agissait d'un calculateur analogique comptant 37 engrenages qui décrivaient les mouvements solaires, lunaires et des planètes visibles à l'œil nu. Elle servait également à prévoir les éclipses. La machine comptait plus de 2200 lettres grecques qui servaient de texte astronomique, mais aussi de mode d'emploi. On suppose que la première machine de ce type fut construite par Archimède et que la machine d'Anticythère pourrait être une adaptation d'un globe en réduction reproduisant les mouvements conjoints des planètes mis au point par Posidonios dont on a parlé. Plus bel exemple d'application mécanique des mathématiques de la Grèce antique, il faudra près d'un millénaire pour voir apparaître des mécanismes comparables, certes moins perfectionnés, grâce aux savants perses et arabes. Mais promis, les Grecs ne maîtrisaient pas l'électricité. Parlons en thème numéro 4 des mathématiques et de la mécanique. Ces domaines réalisèrent d'importantes avancées à l'époque hellénistique. Par exemple, Euclide, qui vécut vers 300 et dont très peu de choses sont connues sur sa vie, on sait seulement qu'il vécut et enseigna à Alexandrie. Considéré comme le père de la géométrie, il écrivit les Éléments, qui comprend toute une collection de définitions, d'axiomes, de théorèmes et de démonstrations sur les sujets de la géométrie et de la théorie des nombres primitifs. Cette œuvre fondamentale posa les bases de la géométrie et fut utilisée comme manuel de référence pendant des siècles. Son influence sur le développement de la logique et de la science occidentale est cruciale, avec une approche rigoureuse et logique de la démonstration mathématique,
qui a jeté les bases de la méthode axiomatique. Rappelons, pour les plus littéraires d'entre nous, qu'un axiome est une affirmation considérée comme évidente et qui n'a nul besoin de démonstration, comme par exemple un carré possède 4 côtés. Ces travaux ont également influencé de nombreux mathématiciens et philosophes ultérieurs et continuent encore aujourd'hui d'être utilisés. D'ailleurs, les éléments furent, avec la Bible, l'un des premiers livres imprimés au XVe siècle. La plus célèbre des anecdotes concernant Euclide rapporte, même s'il n'est pas forcément réel, qu'il aurait répondu à Ptolémée, qui souhaitait une voie plus facile que celle des éléments, qu'il n'y avait pas de voie royale en géométrie. L'autre grand mathématicien de la période fut bien sûr Archimède, un grec de Sicile ayant vécu au IIIe siècle. Il développa des méthodes pour calculer la valeur approximative de π et fit des découvertes fondamentales dans le domaine de la statique et de l'hydrostatique. Sa découverte la plus fameuse est le théorème appelé poussée d'Archimède, qu'on résume par cette formule: tout corps plongé dans un liquide subit une poussée verticale vers le haut égale au poids du volume de liquide déplacé. La fameuse anecdote rattachée à ce théorème, qui lui fit dire Eureka, j'ai trouvé, est probablement légendaire. Elle n'a été racontée que par le seul Vitruve. Archimède l'aurait prononcée en courant nu à travers les rues de Syracuse, car il venait de trouver la solution à un problème posé par le tyran de Syracuse, qui, pour être sûr qu'un orfèvre ne l'avait pas dupé, lui demanda de déterminer si cette couronne était effectivement constituée uniquement d'or. Et donc c'est dans sa baignoire, alors qu'il cherchait depuis longtemps, qu'Archimède trouva la solution et sortit de chez lui en prononçant la célèbre phrase. Savant complet, c'est aussi un ingénieur et un inventeur. Il participa notamment à la conception du plus grand navire de l'Antiquité, appelé le Syracusia, commandité par le tyran de Syracuse, Hiéron II. Il mit au point des machines de guerre, des machines de traction, des vis sans fin, des roues dentées. Ses admirateurs furent très nombreux dans l'histoire antique, parmi lesquels Cicéron, qui redécouvrit sa tombe, et Plutarque, qui relata sa vie. Parlons succinctement des autres développements technologiques de l'époque. Ils comprennent principalement les engrenages à dents dentelées, les poulies, la vis sans fin, le soufflage du verre, la fonte de bronze creux, les instruments de levée topographique, l'odomètre, donc un compteur de distance, le pantographe, un instrument de dessin qui permet de reproduire un motif à l'échelle exacte, l'horloge à eau, le moulin à eau, l'orgue à eau et la pompe à piston. Alors, on aurait aussi pu citer Héron d'Alexandrie, dont la datation varie beaucoup, mais qu'on peut en fait estimer au 1er siècle de notre ère, qui n'est pas strictement parlant de l'époque hellénistique, mais il est le véritable héritier et légataire des grands savants alexandrins. Il mit au point des machines précurseurs de la machine à vapeur moderne, des automates, des machines de levage et des horloges. Une sorte de Léonard de Vinci avant l'heure. Voyons maintenant, en numéro 5, le thème de la médecine et de l'anatomie. L'époque hellénistique fut marquée par des avancées dans le domaine de la médecine. Citons d'abord Hérophile, qui vécut au IIIe siècle et s'installa à Alexandrie, où il fonda, dans le musée, la première véritable école de médecine. Car jusque-là, les écoles de Cos ou de Cnide n'étaient que des regroupements de type familial de quelques disciples guidés par un maître. Dans cette ville nouvelle, au climat intellectuel propice, il put lever le puissant tabou touchant les cadavres humains et pratiquer au grand jour la dissection des corps. Il est donc considéré comme le père des études anatomiques, et il inspirera plus tard à la Renaissance Vésale. L'école d'Hérophile s'établira donc à Alexandrie pour y prospérer pendant plusieurs siècles. Il fut parmi les premiers médecins à s'intéresser au corps en bonne santé et à essayer de comprendre le fonctionnement normal du corps, contrairement à la tradition hippocratique qui était entièrement axée sur le problème de la maladie. Il fera des découvertes sur la distinction entre les veines et les artères, sur le pouls, sur la morphologie du cerveau, sur le système nerveux, sur les ovaires et sur les yeux. Citons ensuite Érasistrate, qui fut avec Hérophile le fondateur de l'école d'Alexandrie de médecine.
Il était réputé pour ses connaissances en ophtalmologie et pour être un précurseur de la neurologie. La plupart de ses écrits nous sont connus par les commentaires qu'en firent ses héritiers, notamment Galien, le plus grand médecin du temps de l'Empire romain. Donc, quittant Alexandrie, Érasistrate fut un temps le médecin personnel du roi Séleucos. Et une tradition rapporte qu'il fut un jour appelé au chevet d'Antiochos, le fils aîné de Séleucos, qui était gravement malade. Et après avoir observé que le pouls du malade s'accélérait et que son visage rougissait lorsque sa belle-mère, Stratonice, entrait dans la pièce, Stratonice, fille de Démétrios Poliorcète, il en déduisit que le malade souffrait en fait d'un amour impossible, de quoi en faire pour certains un pionnier de la psychothérapie. Quoi qu'il en soit, Séleucos laissa son fils épouser Stratonice, mais probablement pour des raisons politiques, au moment où Antiochos accédait à la corégence. À un âge avancé, Érasistrate quitta Alexandrie pour aller mourir à Samos. On prétend qu'il se suicida par l'ingestion de ciguë à cause d'un mal incurable, un ulcère du pied. De là à en faire le père du suicide assisté, il n'y a qu'un pas. Voyons en thème numéro 6 la biologie, botanique et zoologie. On retiendra donc dans le domaine de la botanique surtout les travaux de Théophraste, donc mort vers 288, à la fois philosophe, botaniste, naturaliste et alchimiste. Né sous le nom de Tyrtamos, c'est Aristote qui le surnomma Théophrastos, soit littéralement le divin parleur. Directeur du lycée d'Athènes, il mena en plus de ses travaux philosophiques des travaux fondamentaux en botanique. Dans son Histoire des plantes, il réalisa une étude systématique des plantes et classifia les plantes en utilisant des critères tels que leur apparence, leur structure et leurs caractéristiques biologiques. Il réalisa des descriptions détaillées de plus de 500 espèces végétales et posa les bases de la classification des plantes pendant des siècles. Il y inclut des observations sur les animaux associés aux plantes tels que les insectes, les oiseaux, ainsi que leur interaction avec ces plantes. Dans un autre ouvrage, Les causes des plantes, il exposa les causes biologiques du développement des plantes, la germination, la croissance, la reproduction et la nutrition. Il a également abordé des sujets tels que la morphologie végétale, la physiologie et l'écologie des plantes. Il s'intéressait aussi aux signes prédictifs dans la nature, tels que les signes de changement météorologique, les signes de maladie chez les plantes et les animaux, ainsi que les signes annonciateurs de phénomènes naturels. Il étudia les observations empiriques et les croyances populaires liées à ces signes. Un autre grand érudit, c'est Démétrios de Phalère. Donc lui, il est mort vers 282 et il a beaucoup étudié la zoologie. Donc ce personnage eut un destin hors du commun. Philosophe péripatéticien, disciple d'Aristote et de Théophraste, gouverneur impopulaire d'Athènes pendant 10 ans, il s'exila à Alexandrie, une fois qu'il a été chassé par Démétrios Poliorcète, et il participa à la fondation de la bibliothèque. Il est d'ailleurs possible que la bibliothèque d'Alexandrie comprenait un zoo pour la recherche. Il écrivit plusieurs ouvrages sur les animaux, dont l'Histoire des animaux, aujourd'hui perdue, dans lequel il réalisa des descriptions minutieuses de diverses espèces animales, ainsi que des observations sur leur morphologie, leur comportement, leur alimentation, leur reproduction et leur habitat. Il adopta une approche empirique basée sur l'observation directe de la nature. Ces descriptions incluaient une grande variété d'animaux, allant des mammifères et des oiseaux aux reptiles, aux poissons et aux invertébrés. Ses écrits furent influencés par les travaux d'Aristote, mais il développa également ses propres idées et observations. Le comble dans tout ça, c'est que Démétrios de Phalère mourut d'une morsure de vipère aspic. En 7e thème, parlons de l'ingénierie. L'époque hellénistique a vu des développements importants dans le domaine de l'ingénierie. Les ingénieurs conçurent et construisirent des structures impressionnantes entrées dans la légende de l'histoire de l'art et de l'architecture, dont 2 furent classées parmi les 7 merveilles du monde antique. Commençons par la statue du colosse de Rhodes, qui fut érigée au début du IIIe siècle pour commémorer la résistance de la cité face au siège de Démétrios, qui gagna tout de même son épithète de Poliorcète, soit le preneur de vin. La statue fut conçue et construite par Carès de Lindos,
un sculpteur renommé en son temps. La statue fut réalisée en bronze avec une structure interne en bois et en fer pour la soutenir. On estime sa hauteur totale à environ 33 mètres, ce qui en faisait l'une des statues les plus grandes du monde antique. La construction du colosse commença vers 292 et prit environ 12 ans avant son achèvement. La statue était située à l'entrée du port de Rhodes sur un piédestal en marbre et était visible, au loin, en mer, ce qui en faisait une merveille architecturale de l'époque. Mais la statue ne survécut que peu de temps. En 226, un tremblement de terre dévastateur frappa l'île de Rhodes et provoqua la chute de la statue, qui se brisa en plusieurs morceaux. Les ruines de la statue restèrent sur place pendant plusieurs siècles, jusqu'à qu'elle soit finalement démantelée et recyclée par les Arabes au 7e siècle. Quant au phare d'Alexandrie, qui tire son nom de l'île de Pharos, il était une tour de signalisation qui servait à guider les navires dans le port. Sa construction fut décidée par Ptolémée pour améliorer la navigation dans le port d'Alexandrie, qui était voué à devenir un important centre commercial. La tradition veut que la conception et la construction du phare furent confiées à l'architecte Sostrate de Cnide, qui était connu pour son expertise en ingénierie et en construction navale. Mais d'autres hypothèses avancent comme concepteur le mathématicien Euclide. Le phare était une tour en forme de colonne, construite en blocs de pierre et recouverte de marbre blanc, avec une hauteur estimée entre 115 et 135 mètres, ce qui en fait le plus haut monument de l'histoire grecque. Il était composé de 3 niveaux, une base carrée, un fût octogonal et une lanterne circulaire au sommet. La lanterne était équipée d'un grand miroir réfléchissant qui reflétait la lumière du feu allumé la nuit, permettant ainsi de guider les navires à travers les eaux sombres. La construction du phare fut considérée comme un exploit technique pour l'époque. Des techniques de construction innovantes furent utilisées, comme l'utilisation de grues, de chariots tirés par des animaux pour transporter ou monter les blocs de pierre, ainsi que l'utilisation de mortiers pour lier les pierres ensemble. La construction du phare aurait pris une dizaine d'années avec l'aide de nombreux ouvriers qualifiés. Des récits de voyageurs et de géographes de l'époque, tels que Strabon et Pline l'Ancien, contribuèrent à sa renommée. Le phare fut détruit au cours des siècles. Il aurait été endommagé par des séismes et des raz-de-marée successifs, et finalement détruit par un fort tremblement de terre survenu au XIVe siècle. Les ruines du phare furent au fil du temps utilisées comme carrières pour la construction d'autres bâtiments, et aujourd'hui il ne reste plus rien du phare d'Alexandrie, à moins de jouer à Assassin's Creed. Voyons en 8e et dernier thème, les voyages de découverte. Des voyages de découverte marquèrent fortement l'époque. Parlons d'abord de Mégasthène, un diplomate et un géographe mort en 282, qui laissa la plus ancienne description de l'Inde réalisée par des Européens. Originaire d'Ionie, il fut envoyé en ambassade vers 303 par Séleucos auprès du roi Chandragupta Maurya, dont la cour se tenait à Paliputra, l'actuelle Patna, dans le Bihar. Il aborda le sous-continent indien, en passant par l'actuel Pendjab, dont il décrivit en détail les fleuves. Puis il emprunta la route royale vers Paliputra et arriva à la cour Maurya, où il demeura une dizaine d'années. Il rédigea un rapport détaillé en 4 volumes appelé Indica, aujourd'hui perdu, mais connu partiellement par des citations d'auteurs tardifs comme Arrien, Diodore et Strabon. Mégasthène faisait mention de la chaîne himalayenne, du Tibet et du Sri Lanka. Il décrivait aussi les pratiques religieuses, le système des castes, la vie quotidienne, la faune et la flore, les systèmes politiques et les coutumes indiennes. L'Indica fut durant l'Antiquité une source primordiale de connaissances concernant le monde indien. Évoquons ensuite Pythéas, un explorateur du IVe siècle originaire de Massalia, l'antique Marseille, célèbre pour ses voyages en mer du Nord. Voyons un résumé de ses voyages et de ses principales découvertes. Entre 330 et 300 avant Jésus-Christ, la datation restant sujette à caution, il entreprit un voyage d'exploration maritime depuis Marseille vers la mer du Nord. Il est possible qu'il naviguât sur une galère mixte, c'est-à-dire à rame et à voile, faisant à la fois du cabotage et du long cours. Mais il aurait pu aussi
n'avoir été que le passager de bateaux de commerce et de pêche, car aucune source antique ne le qualifie clairement de navigateur. En tout cas, il explora le long de la côte occidentale de l'Europe, jusqu'aux îles britanniques, puis vers le nord jusqu'en Scandinavie et à travers la mer du Nord. Il navigua également vers l'est, atteignant les régions de la mer Baltique et explorant les côtes de la Scandinavie, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. Son voyage en Islande parut lui par contre plus tendancieux. Il fut donc l'un des premiers à décrire les régions du nord de l'Europe. Il étudia les phénomènes des marées, inconnus alors, des éclipses de lune et des aurores boréales. Quant au but de cette expédition, elle avait d'abord une visée scientifique, même si certains historiens ont imaginé que Pythéas serait parti à la recherche de nouvelles sources de matières premières. On a même, dans ce contexte, conjecturé une rivalité commerciale entre Massalia et Carthage. Il stipula que la Terre était une sphère et que les marées étaient causées par l'influence de la Lune sur les océans. Il avança également l'idée d'une région polaire glacée. Les écrits de Pythéas sur ses voyages eurent une influence significative sur la cartographie et la géographie. Ses observations et ses théories furent utilisées par d'autres savants grecs, tels Ératosthène, Strabon, ainsi que par les Romains, Pline l'Ancien et même Jules César. Cependant, ces écrits furent perdus et nous n'en possédons que des fragments et des citations faites par d'autres auteurs. Il est célébré de nos jours à Marseille à travers des monuments, des plaques commémoratives, des noms de rues ou des événements culturels. Juste récompense pour le deuxième Marseillais le plus connu de l'histoire. Abordons la conclusion de cette vidéoconférence. En somme, l'époque hellénistique a été une période de grands bouleversements scientifiques et culturels, marquée par l'échange d'idées, le développement de nouvelles disciplines scientifiques, les avancées intellectuelles et la remise en question des croyances traditionnelles. Tout ceci a grandement contribué à l'évolution de la pensée et de la culture dans l'histoire antique. L'ampleur de ces découvertes aurait pu être encore mieux connue sans la perte incommensurable de la bibliothèque d'Alexandrie. Je me permets d'ailleurs de vous renvoyer à une vidéo récemment publiée par mes soins à ce sujet. Pour autant, il faut bien convenir que les interprétations de la science hellénistique de la part des érudits modernes eurent tendance à minimiser son importance. Certains érudits considéraient même que tout le travail avait été fait dans les 3 siècles de 600 à 300. Mais les interprétations récentes des historiens sont généralement plus généreuses, conduisant certains à affirmer que la méthode scientifique a en fait été inventée réellement au IIIe siècle, pour être largement oubliée pendant la période romaine et seulement pleinement rétablie pendant la Renaissance. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.